Bonjour à tous, bienvenue à cette deuxième table ronde de l'après-midi à ce Forum Europe-Afrique 2025 intitulé Agenda 2063, une nouvelle ère pour le bloc Europe-Afrique. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir un panel très diversifié et costaud. Et j'appelle tout d'abord Ali Sediki, qui est directeur général de l'AMDI, qui est donc l'agence marocaine des investissements. Bienvenue. Sandra Kassab, directrice du département Afrique de l'Agence française de développement. J'appelle Redouane Belfik, qui est managing partner de Deloitte Consulting France. Et ensuite, François Marchal, directeur général de Société Générale Maroc. Nous sommes en 2025 et depuis 2013, le continent africain a lancé un agenda de développement à 360 degrés. En 2063, le continent africain se voit développé, industrialisé, prospère et intégré avec un taux de croissance de 7 à 10%. L'objectif de l'Union africaine à cet horizon est de transformer l'Afrique en puissance mondiale. Alors, elle va le faire, mais avec ses partenaires, parmi lesquels l'Europe. Et ce qui justifie notre thématique de cet après-midi. Et il y a beaucoup de choses que nous allons évoquer. Mais avant, j'aimerais qu'on entre par cette porte de stratégie de puissance, puisque c'est l'objectif de l'Union. Le Maroc, que vous représentez dans ce panel, fait partie des pays du continent qui ont clairement affiché leur volonté de construire une stratégie de puissance, en tout cas qui la déploie même, je dirais. Et je commencerai donc avec vous, Ali Sidiki, étant donné que le Maroc est le pays à l'honneur de cette édition. Aujourd'hui, qu'est-ce qui motive déjà le Royaume du Maroc à développer une stratégie de puissance et quels sont les piliers de cette stratégie? Et comment vous vous positionnez, comment se positionne le Maroc par rapport à l'agenda 2063? Permettez-moi, avant de répondre à votre question, de remercier les organisateurs, la Tribune Afrique, et de nous avoir donné l'opportunité justement de parler, de présenter la vision du Royaume du Maroc sur son continent et quel pourrait être justement le lien entre l'Europe et l'Afrique qu'entend encourager le Maroc. Alors, je ne sais pas s'il s'agit d'une stratégie de puissance, mais en tout cas, je peux vous dire qu'il y a deux fondements au sein de la vision du Royaume du Maroc qui est portée par la plus haute autorité de l'État, par Sa Majesté le roi Mohamed VI. C'est d'abord la collaboration et ensuite l'exemplarité. La collaboration, puisque la vision qui est déployée au Maroc, c'est une vision qu'on appelle la vision Sud-Sud, et c'est une vision qui est fondée sur le partage des expériences qui ont été réalisées par le Maroc avec ses voisins, que ce soit au niveau de l'Afrique subsaharienne comme en Afrique du Nord. Donc, l'exemplarité, parce que aujourd'hui, ce qui a été accompli sur les 25 dernières années par le Royaume, eh bien, c'est des réalisations concrètes. Et ça montre aussi qu'il y a la possibilité d'aborder un développement économique et un décollage économique sans gaz ni pétrole. C'est important. Ça prouve qu'avec de l'intelligence, avec du travail, avec de la vision et avec de la consistance et de l'engagement, eh bien, c'est possible. Le développement économique est réalisable. Et c'est pour ça que la proposition de valeur, qui est aujourd'hui celle du Maroc sur son continent, c'est d'être devenu, en près de 25 ans, un hub de classe mondial pour les échanges et l'investissement durable. Donc ça, c'est ce qui résume ce qui est devenu le Royaume. Ça se base évidemment sur des piliers très forts. D'abord, la stabilité, et comme je le disais, la vision, une stabilité économique. On a un avantage au Maroc, c'est qu'on est un système monarchique de près de 12 siècles. Et donc ça enracine, ça permet de solidifier cette stabilité politique. Mais au-delà de ça, cette stabilité, ça nous a permis également de développer une réelle stabilité économique. Et si vous regardez
les agrégats macroéconomiques marocains, le premier élément qui choque, c'est la maîtrise de l'inflation. Sur les 10 dernières années, à l'exclusion peut-être faite des 2 dernières années, on a une inflation qui est inférieure à 2%, en moyenne de 1,2% pour une économie en développement. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça illustre bien ce que j'entends par stabilité économique. Ça veut dire qu'en fait, on a une gouvernance qui est saine, une banque centrale qui est indépendante et qui fait son travail, qui se cantonne à son travail, qui est celui de justement permettre à l'économie de se maintenir. Et ça veut dire qu'il n'y a pas d'interférence. C'est cette stabilité qui est vraiment au cœur du projet marocain et qui aujourd'hui, quand on parle d'exemplarité, c'est quelque chose que l'on peut partager et avec beaucoup de nos voisins. Je passe sur des piliers qui ont été rappelés aujourd'hui. On a eu la chance d'avoir une focale sur le Maroc ce matin, mais c'est évidemment sa jeunesse, c'est la qualité de ses infrastructures, sa volonté d'être une puissance responsable. Quand on regarde aujourd'hui tous les efforts qui sont faits au niveau de la RSE au Maroc, ça fait partie de cette proposition de valeur. Et peut-être le dernier pilier, quelque chose qu'on ne peut comprendre que si on vient au Maroc, c'est cette capacité à faire. Quand le Maroc s'engage, le Maroc réalise, il exécute. Et ça, c'est un point essentiel de notre proposition de valeur. Quand le Maroc s'engage, le Maroc exécute. On retient ça. Merci Ali Sediki. Je me tourne vers vous, Sandra Kassab. L'Afrique devrait compter 2,5 milliards d'habitants en 2050 selon les projections. C'est un atout, mais aussi un défi. Et il y a quelques années, donc l'AFD a lancé Finance in Common, qui vise qui rassemble les banques publiques de développement du monde, plus de 530 banques publiques de développement. Et l'objectif est de mieux adresser les problématiques liées à la finance de développement. Comment ce cadre stratégique pourrait-il permettre aux 2 continents, Europe et Afrique, d'amplifier leur coopération financière? Parce que quand on parle de développement, on parle aussi de financement parce qu'il faut l'accompagner. Merci beaucoup et permettez-moi également de remercier les organisateurs pour cette opportunité d'échange et de rencontre. Déjà depuis ce matin et auquel je prends énormément de plaisir à écouter les différents intervenants, à voir la richesse des débats et des dialogues que nous avons pu avoir en aparté. Je dirais que la démarche Finance en commun, cette initiative, est le pari du partenariat qui a été largement évoqué et rappelé ce matin, l'importance du partenariat de pair à pair, du partenariat équilibré. Gagnant-gagnant. Gagnant-gagnant et qui permet surtout de partager des intérêts, de croiser les intérêts, de croiser les analyses et de converger vers une vision commune, une vision partagée. Cette vision partagée, c'est celle de la compréhension rationnelle, pragmatique des limites planétaires et du défi commun de lutter contre le changement climatique et d'immobiliser le maximum de moyens pertinents pour relever le défi de l'investissement que cela représente, d'accompagner également des trajectoires de développement qui sont celles qui sont souhaitées, qui sont voulues et définies par nos partenaires et de les articuler avec ces défis globaux bien connus. Donc cette initiative, comme vous le rappelez, qui rassemble aujourd'hui plus de 530 banques publiques de développement dans le monde, banques publiques de développement et bailleurs de fonds internationaux. Donc on parle aussi de banques nationales. Et on se rappelle donc à travers cette alliance que les premiers acteurs du développement d'un pays sont souvent les acteurs économiques nationaux qui portent l'investissement, qui mobilisent la ressource domestique et qui le dirigent vers la création d'emplois, vers les investissements structurants. Donc c'est s'appuyer et élargir cette alliance et partager en son sein les défis concrets de l'accès au financement pour certains secteurs, donc ceux en particulier donc, de la lutte contre le changement climatique, de l'adaptation au changement climatique. C'est partager nos expériences, nos solutions. Finance en commun qui se rassemble chaque année se veut comme un laboratoire d'innovation et de partage de solutions.
avec du travail au long cours qui se fait tout au long de l'année, tout au long au fil des plateformes qui sont constituées et des alliances de partenaires qui se mettent en place. Et alors qu'on a ce cadre de l'agenda 2063 et qu'on a des pays un peu comme le Maroc, comme le disait Ali Siddiqui, qui portent vraiment cette dynamique de développement, est-ce que au sein de cette plateforme, vous sentez ou vous tenez compte de ces différents agendas et de ces objectifs de développement que poursuit cette partie du monde? Je dirais que plus qu'en tenir compte, en fait, Finance en commun, ce n'est pas un outil de l'AFD. C'est une initiative, l'AFD en est à la genèse, en particulier Rémi Rioux, notre directeur général, qui l'a porté avec conviction. Mais c'est surtout une initiative et un cadre de dialogue qui est partagé et dont la présidence est tournante actuellement. Et cette année, ce sont la DBSA, la Banque publique sud-africaine, ainsi que l'AIB, donc asiatique, qui ont accueilli la dernière édition au mois de février à Cape Town. Et précédemment, c'était la BOAD et la Banque publique colombienne qui étaient à l'initiative et qui a assumé la présidence. Donc on est vraiment sur une initiative, une plateforme, une alliance où tous les partenaires sont à pied d'égalité, où chacun apporte ses solutions d'innovation, les met en partage, et où l'idée est de mobiliser davantage, avec la conviction que les solutions ne seront pas forcément et pas suffisantes au niveau des bailleurs de fonds, et je le dis, je l'assume malheureusement, une part d'incapacité à répondre à tous les défis globaux auxquels nous faisons face à l'échelle des bailleurs internationaux, mais vraiment la conjonction, la conciliation des volontés et des ambitions de tous les partenaires, en particulier des banques publiques nationales et domestiques. Donc c'est vraiment l'effort, et notre participation, notre plus grande joie, c'est d'avoir vu au fil des années les banques publiques nationales participer, rejoindre l'initiative, proposer leurs expériences, présenter les projets concrets qu'elles mettent en place et avancer en ça dans une logique de convergence et d'alliance innovante et vraiment qui fait écho et qui fait le parallèle avec les grands engagements internationaux portés par les États aux différentes COP ou dans le cadre du G20. Alors, la décennie 2024-2033 a été baptisée décennie de l'accélération par l'Union africaine dans le cadre de l'agenda 2063. Alors, IA, cloud, big data, on parle souvent de la tech comme un catalyseur de développement en Afrique, et le continent a fait ses preuves avec le saut de grenouille qu'on a expérimenté avec l'émergence du mobile money, mobile banking. Je me tourne vers vous, Redouane Belfik. Deloitte fait beaucoup d'études sur l'économie, mais également sur tout ce qui peut catalyser l'économie, le développement économique en Afrique notamment. Comment la technologie peut-elle initier un partenariat stratégique entre l'Europe et l'Afrique de manière à justement accélérer le développement du continent africain? Merci pour votre question et merci également pour votre accueil. Je suis heureux de pouvoir témoigner avec ce panel. Je pense que le premier sujet qui est important et qui passe parfois un petit peu sous les radars, parce qu'on évoque beaucoup le sujet de technologie sous l'angle cloud, data, cyber, IA, etc. Mais en réalité, il y a, je dirais, deux sous-jacents qui sont extrêmement importants. Le premier, c'est que l'Afrique va prendre de plus en plus conscience, et l'Europe est en train de le faire comme la Chine, que la technologie, de plus en plus, est un enjeu de géopolitique, parce que qui maîtrise les plateformes, qui maîtrise les données, maîtrise le savoir, et donc a le moyen d'influer. Et donc, ce n'est pas qu'un effet de mode, d'intelligence artificielle ou autre. C'est d'abord un enjeu de géopolitique. Il suffit de voir les combats entre les acteurs américains et les Chinois. Et le deuxième, qui me semble important, sous-jacent, c'est que ça oblige l'Afrique, mais également l'Europe, à totalement repenser et à revoir les chaînes de valeur mondiales. Qu'on parte des business cases qui existent par filière, qu'on aille sur la R&D,
qu'on aille sur les modèles industriels, l'accès aux matières premières, le financement et les formations. Pourquoi je dis ça? Parce que cette analyse un petit peu de la chaîne de valeur au niveau mondial permet de voir, dans une logique de souveraineté, quels sont les domaines où on pourrait limiter la dépendance et accroître la collaboration avec des partenaires en qui on a confiance. Moi, je pense que le premier, à la fois challenge et chance pour l'Afrique, c'est la diversité de ses talents. On est passé d'un modèle où, dans le passé, la connaissance, les plateformes, la technologie étaient plutôt l'apanage du Nord, et le Sud exportait beaucoup de matières premières ou beaucoup de matières semi-finies. Aujourd'hui, via la technologie, le savoir est partout. Donc, quand on parle de data ou quand on parle d'IA, on voit que le savoir, en fait, n'est plus l'apanage d'un endroit ou d'un autre, et que partout, on peut créer de l'innovation qui permet, vous l'évoquiez tout à l'heure en Afrique, de développer les moyens de paiement, etc. Si on regarde les éléments de manière un peu plus macro, ce qu'on voit, c'est qu'en Europe, et pour revenir sur le talent, il y a un vieillissement de population et aujourd'hui une incapacité à produire suffisamment de talent pour servir la demande. L'Afrique offre un gisement de talent qui est exceptionnel en quantité et en qualité. La moitié des diplômés à l'horizon 2050 seront en Afrique. Et donc, c'est un gisement exceptionnel pour créer des ponts et de partenariats avec l'Europe dans une dimension qui doit dépasser simplement le fait d'avoir accès à des cerveaux. Ça permet peut-être de repenser la manière dont on gère la R&D, dont on gère l'innovation, dont on partage le transfert de technologie pour l'amener ensuite en Afrique et créer aussi une potentialité d'avoir des marchés. Par contre, il faut être très lucide. On peut beaucoup investir sur les talents, mais il sera difficile d'aller plus loin et de passer à l'échelle si on n'investit pas de manière structurée et massive sur la dimension infrastructure. Les infrastructures, les réseaux haut débit, le cloud, les data centers, tout ce qui permet de supporter la technologie, ce sont des investissements où la complémentarité avec l'Europe va être très forte. Ils ont la maîtrise de ces technologies. Il y a des marchés qui sont en Europe. Tout cela ne peut se faire sans avoir le nerf de la guerre, c'est la capacité d'avoir des instruments qui permettent d'investir. Parce que sans capacité d'investissement, l'effet d'impact et le passage à l'échelle restent limités. Je pense notamment à un fonds que je trouve très pertinent qui existe en Europe, le Fonds européen de souveraineté numérique, mais 4 à 5 milliards par an pour aller chercher des startups européennes et les amener à pouvoir passer à l'échelle d'après. C'est quelque chose qui doit aussi se faire, à mon avis, au niveau de l'Afrique, en collaboration avec l'Europe, pour avoir cet effet d'accélération. Pour moi, c'est des éléments clés qui vont permettre d'accélérer ce passage à l'échelle et d'accroître la compétitivité et la complémentarité. Très bien. La capacité d'investissement, elle est importante. Et quand on a les banques et qu'on parle de coopération économique, les banques, elles sont centrales sur le sujet. Vous accompagnez, François Marchal, les entreprises au Maroc dans leurs investissements. Vous ne le faites pas qu'au Maroc, puisque vous accompagnez aussi les entreprises qui vont à l'export. Et donc, vous êtes au cœur de cette coopération. Vous accompagnez aussi les entreprises étrangères, notamment européennes, qui s'implantent au Maroc. Quelle lecture faites-vous de la dynamique actuelle avec le contexte que l'on connaît, ce contexte de volonté de développement qui est très fort au Maroc et qui est concret et qui émane aussi, qui est aussi le résultat d'une volonté dans plusieurs autres pays du continent? Voilà. Quelle lecture faites-vous? Merci beaucoup. Merci, comme mes collègues, je remercie la Tribune Afrique pour l'invitation. Nous, on voit les entreprises rechercher sur la partie Afrique quelque chose qui est fondamental pour elles, c'est des nouveaux marchés, c'est des territoires d'expansion. Je pense qu'on en a parlé ce matin. En Europe, la croissance, ça fait longtemps qu'elle est atone. Le marché américain, on ne sait pas trop s'il va être ouvert ou fermé. La Chine n'est pas un marché ouvert. Et donc, l'Afrique est un des marchés sur lesquels le potentiel est fort. Et même si on a une vision aujourd'hui parfois un peu négative, il y a une espèce d'optimisme fou pendant 10 ans
Puis maintenant, on est peut-être un peu en retour là-dessus, mais pour autant, les fondamentaux, ils restent très forts. On a parlé de la démographie, mais il faut avoir en tête qu'au-delà de cette démographie, il y a une partie enrichissement qui existe. C'est-à-dire que le PIB par habitant, il a quand même augmenté de 50% à peu près en 10 ans. Alors, c'est pas forcément assez, pas assez vite, mais il n'empêche que cette tendance, elle est fondamentale pour créer un marché solvable. On parle d'une classe moyenne en Afrique aujourd'hui de l'ordre de 350 millions d'habitants. Alors, c'est pas 350 millions d'Européens ou d'Américains, mais pour autant, c'est des gens qui ont des besoins. Et l'objectif et l'enjeu pour les entreprises européennes comme africaines, c'est de venir pour servir ces besoins et servir ces besoins de façon pertinente. Et je pense que l'évolution qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on passe d'un modèle où on a des entreprises européennes qui venaient plaquer un modèle européen sur un marché africain qui n'a rien à voir. Et aujourd'hui, on a plutôt cette volonté de coopérer et de s'associer avec des entreprises africaines, entre des entreprises européennes et africaines, pour développer des modèles qui correspondent en fait à la fois aux attentes des clients et des consommateurs en Afrique et à leur capacité financière. Et je pense qu'un autre élément qui est très important, c'est de constater que dans ce cadre de partenariat, on va dire d'égal à égal, on a non seulement des entreprises européennes qui investissent en Afrique, qui utilisent le Maroc notamment comme hub pour un certain nombre de fonctions support ou de fonctions transversales, on l'a vu ce matin, mais qui du coup se projettent plus loin et qui recherchent des partenaires parce que voilà, le secteur de la distribution en Afrique, c'est pas comme en Europe où on a 5 grandes centrales d'achat à qui on doit parler. Il faut adresser un marché informel très large et donc passer par des partenaires locaux qui connaissent et qui maîtrisent ce circuit de distribution. Il y a le sujet du paiement. Vous avez parlé de mobile money, c'est une vraie révolution parce que la capacité à collecter l'argent dans les pays africains était très compliquée, était une des barrières principales qu'on connaissait. Faire remonter le cash, comme on dit chez nous, pour pouvoir payer, c'était très compliqué. Aujourd'hui, avec le mobile money, on arrive à le faire et puis surtout, on arrive à comprendre ce qui se passe. Et là, je reviens sur les modèles de data. On a une capacité à comprendre quel est le cycle de revenus de certaines personnes dans des régions rurales et donc une capacité à financer des choses qui avant n'étaient pas finançables. Et donc les entreprises aujourd'hui, il y a ce marché qui est là et donc le travail d'accompagnement est très important pour comment dire, faire passer le commerce sud-sud. Enfin, il y a la ZLECAf qui est en train d'être mise en place. Aujourd'hui, le commerce intra-africain, c'est moins de 15% des échanges des pays concernés. L'objectif de la ZLECAf, c'est de les passer à 30%. Il faut avoir en tête que voilà, en Europe et en Asie, on est au-delà des 60% d'intégration régionale. Et cette capacité à adresser les besoins croissants d'une population croissante et qui s'enrichit et qui devient plus diplômé. Hein. C'est pareil, le taux d'analphabétisation a baissé de 10 points en 15 ans. Ouais. Et donc cette capacité à adresser ça, elle est, comment dire, elle est forte et elle passera par des solutions développées localement ou co-construites avec des acteurs européens. Très bien. On va aller un peu vite parce qu'il nous reste peu de temps, mais on va essayer de toucher les choses essentielles en peu de temps. Sandra Kassab, dans le cadre de l'agenda 2063, l'AFD accompagne l'implémentation justement de la ZLECAf, la zone de libre-échange continentale africaine, mais vous êtes aussi très engagé sur les questions de climat, alors qu'il est désormais question d'industrialisation propre, même si ça fait encore débat. D'infrastructures durables. Redouane a parlé tout à l'heure de la nécessité des infrastructures en Afrique. Quels sont les enjeux pour l'avenir des relations Europe-Afrique, alors que le continent africain, depuis quelques années, se présente comme continent solution sur les questions climatiques, notamment avec le bassin du Congo et d'autres sources? Merci. Vaste question pour y répondre rapidement. Je pense que l'invitation à se projeter à horizon 2063, en fait, nous amène assez vite à toucher du doigt l'urgence climatique et les défis environnementaux que j'ai déjà mentionnés tout à l'heure et qui sont au cœur du mandat de l'AFD. On se veut avoir pris les premières cet engagement d'alignement sur l'accord de Paris et de soutenir à 100% dans notre activité des projets et des investissements à co-bénéfice climat ou en accompagnement à l'adaptation au changement climatique.
Et le défi est d'articuler ça avec le soutien aux trajectoires de développement souhaitées par les pays. Ce que l'on voit effectivement, c'est que le continent africain aujourd'hui attire beaucoup les regards de par ses ressources naturelles, de par le potentiel économique qu'elle représente, les minerais critiques, les différentes ressources qui peuvent être des solutions pour accompagner les trajectoires de transition énergétique, pour les matériaux qu'elles apportent, mais aussi des intérêts qui peuvent être relevés davantage de dynamiques de prédation. Donc c'est un vrai défi et c'est également un choix. Ce sont des choix stratégiques dans lesquels s'engagent les pays. Et notre rôle, je dirais, en tant que partenaire de long terme, je pense que c'est aussi ce à quoi nous invite cet horizon 2063, c'est de proposer à la fois de partager ces connaissances. Beaucoup de partenariats se font également sur ce volet, sur ce champ de production intellectuelle, partager la connaissance des potentialités, analyser ces trajectoires et ces dynamiques économiques, soutenir à la fois par de l'investissement, par du financement, par de l'accompagnement technique, les projets qui peuvent se mettre en place. Concrètement, l'AFD accompagne des projets d'ampleur et à chaque fois dans une logique de co-construction. À chaque fois à l'initiative de nos partenaires. Et donc j'insiste vraiment là-dessus, sur cette volonté de regarder ensemble vers quelle planète voulons-nous partager et comment soutenir les trajectoires souhaitées par les pays qui nous font la confiance de nous choisir comme partenaires et comme investisseurs. L'AFD accompagne des projets d'envergure. Il y a un projet d'envergure qui lie l'Europe à l'Afrique, c'est le futur gazoduc Afrique-Atlantique porté par le Maroc et qui partira du Nigeria pour alimenter toute l'Afrique de l'Ouest et finalement l'Europe. La ministre de l'énergie qu'on avait ce matin a dit récemment à la presse marocaine que la plupart des études de faisabilité et de conception technique ont été achevées. Et donc on est vraiment en train d'avancer sur ce projet-là. Comment ce type de projet, finalement, qui unit les deux continents, pourrait façonner l'avenir des relations entre l'Europe et le Maroc, d'une part, et plus largement l'Afrique. Ali Sediki, quelques minutes, rapidement. Écoutez, ce projet est un projet effectivement iconique et qui est, pour nous, l'incarnation de ce que doit être l'ambition des deux continents. Il faut avoir de l'audace. Il y a besoin d'avoir des grands projets fédérateurs et c'est ces grands projets qui créent de grands récits. Et j'ai le sentiment que l'Europe en a besoin, l'Afrique évidemment, et le fait que ce soit incarné par cette connexion entre les deux pays, une connexion énergétique ambitieuse avec de nombreux pays, avec une vraie complexité technique, eh bien, c'est une très belle allégorie de ce qui est à réaliser, qui pourrait être le cas dans divers secteurs et diverses industries. C'est aujourd'hui déjà une réalité entre le Maroc et l'Europe, avec de nombreuses interconnexions électriques, des interconnexions numériques également. Mais il va falloir qu'on puisse les continuer et aller plus loin. Vous voyez les efforts qui ont été faits au niveau des grands projets ferroviaires au Maroc, avec le lancement de la grande vitesse, qui fait par ailleurs, c'est l'une des aspirations aussi de cet agenda 2063. Vous avez vu aussi les connexions des chaînes de valeur entre les deux continents, et ça a été rappelé dans de nombreuses interventions. Il faut impérativement que l'industrialisation de l'Afrique se fasse avec nos amis et partenaires européens. Et c'est une nécessité au-delà simplement de la nature iconique de ces grands projets ou grands programmes. C'est une nécessité aussi pour créer les conditions des marchés futurs des opérateurs européens. Une nécessité de développement pour le continent. On parle d'un besoin en infrastructure qui, en fonction des études, varie de 50 à 100 milliards de dollars par an pour rattraper justement le déficit. Et au niveau de l'Europe, évidemment, en investissant, en déployant des compétences, des savoir-faire, des technologies, eh bien, on se crée, comme je le disais tout à l'heure, les conditions de son marché futur. Donc voilà, très important et encore une fois bien incarné par un projet concret et dont le premier tronçon a été par ailleurs lancé officiellement, qui connectera la Mauritanie et le Sénégal.
Alors, il nous reste 2 minutes. J'aimerais que chacun de vous puisse répondre à cette question, parce qu'on ne peut pas parler de l'agenda 2063 et de son implémentation sans évoquer les crises auxquelles le monde fait face et qui viennent finalement chambouler les agendas de développement à travers le monde, notamment en Afrique. Alors, dans ces contextes de crise qui poussent les pays à la réflexion, on a eu la dernière crise en date qui est la guerre commerciale États-Unis-Afrique qui finalement mélange tout le monde et au cœur de laquelle je pense les banques se posent aussi beaucoup de questions, réfléchissent à comment accompagner les entreprises dans ce cadre-là. Alors l'agenda 2063 n'est-il pas finalement une opportunité pour l'Europe et l'Afrique d'innover en matière de coopération? Je commence par vous, François Marchal. 30 secondes. Oui, c'est une très bonne question. Je pense que l'un des enjeux et l'une des forces du partenariat Europe-Afrique dans ce contexte-là, c'est la capacité qu'a l'Afrique à faire de l'innovation frugale et donc à être extrêmement agile pour répondre à des contraintes qui sont probablement plus fortes dans le contexte africain que dans les autres contextes des pays développés. Et donc aujourd'hui, cette capacité de coopération, pour moi, la force vient de là. C'est-à-dire qu'on se retrouve souvent en Afrique, et pour avoir travaillé au Ghana et dans un certain nombre de pays africains, dans des circonstances très difficiles, et on arrive à trouver des solutions qu'on n'aurait pas imaginées, et en tout cas qu'on ne nous aurait pas données de façon toute faite avant. Et je pense que dans un contexte volatile, cette expérience de la volatilité qu'a l'Afrique est un point fort, et cette capacité à le faire de façon agile et à moindre coût va inspirer l'Europe et lui permettra d'être un facteur de compétitivité. L'Europe, de son côté, est un continent vieillissant, mais qui a de l'épargne, et je pense que la capacité à driver l'épargne européenne vers des projets, on parlait des montants d'infrastructures à financer, est aussi un des canaux qui va permettre d'aligner les intérêts entre les deux pays. Et le trait d'union qu'on a la chance d'avoir, je pense, entre les deux, c'est les diasporas. On l'a au Maroc, c'est un véritable atout du royaume, mais l'Europe l'a avec beaucoup d'autres pays africains, et cette connexion pourra aussi se faire et être un lien de confiance qui peut se matérialiser, qui sera plus compliqué à faire avec les autres blocs. Très bien, merci. Redouane Belfik, votre point sur cette question? Pour moi, il y a 3 points qui sont absolument critiques, et vous l'aviez évoqué tout à l'heure. S'il n'y a pas une vision partagée à horizon 10-20 ans, en fait, il va y avoir de la dispersion et de la perte de temps. Donc une vision partagée sur laquelle on peut ne pas être d'accord au départ, mais on arrive à la fixer, c'est un prérequis qui est absolument important. Le deuxième point, c'est qu'il faut faire attention à cette espèce parfois de dynamisme et d'engouement qui fait qu'on a plein d'initiatives qui sont créées partout. Moi, je dis souvent que la somme de très bonnes initiatives ne fait pas nécessairement une stratégie. Donc ça veut dire qu'il va falloir faire des choix, il va falloir structurer des choix. Et moi, très fondamentalement, je le fais dans la maison de l'Ouad, puisqu'on a quasiment 2000 personnes à Casablanca dans la dimension technologie. On était 300 il y a 5 ans. Donc on est passé de 300 à 2000 personnes. On a des gens très pointus en technologie qui interviennent au niveau du réseau mondial, de Deloitte au niveau mondial. Moi, je crois à la force du partenariat public-privé, et je pense qu'il ne faut pas simplement considérer que c'est la responsabilité, je dirais, du public. Le public fixe un cadre, fixe des orientations, peut donner des incitations, mais je pense que le privé a un rôle très important pour avoir un effet d'accélération. J'aime bien la maxime anglo-saxonne qui dit « size matters ». Et dans les matchs qu'on est en train d'évoquer, s'il n'y a pas la taille, il n'y a pas de gain. Très bien, Sandra Cassab. Merci beaucoup. Je souscris beaucoup à ce qui vient d'être dit. Je dirais que les liens humains, peut-être que le choix qui peut être fait entre l'Europe et l'Afrique, c'est mettre au cœur de sa coopération et de son partenariat les hommes et les femmes qui vont porter et qui vont s'engager à mettre en œuvre, à réaliser cet avenir en commun que l'on veut construire. Et lorsque l'on est comme moi, engagé au sein de l'Agence française de développement, on veut croire en la construction d'un monde en commun, respectueux de l'environnement, respectueux aussi, et qui nous aide à relever les défis liés au changement climatique. Donc ça sera mes 30 secondes. Très bien, bien respecté, Alice Sédiké. Merci de me laisser la conclusion. Écoutez, vous avez parlé de l'incertitude ambiante. Je pense que la seule manière aujourd'hui de réagir face à cette incertitude, c'est le temps long, le long terme. Et qui dit long terme dit qu'il y a une évidence, c'est le continent africain pour toutes les raisons qu'on a mentionnées juste avant. Très bien, merci beaucoup de nous avoir suivis.